Bonjour Bruno, Bonjour. je vous ai donné une enveloppe en arrivant. Vous pouvez Ouais. regarder l'intérieur. Soirée au César, un truc. Vous n'avez pas eu des Césars, mais un paquet de 7 d'or, entre parenthèses. Oui, d'accord. Qu'est-ce que ça vous évoque? Mmh. C'est la rue Cognac-Jay. Oui. Qu'est-ce que ça vous évoque? Oh, ça m'évoque énormément de souvenirs parce que j'y ai passé des années et sans doute les meilleurs de ma carrière professionnelle. J'ai un souvenir extrêmement précis, pourtant ça date de très, très longtemps. C'était le 1er novembre 75. J'étais embauché à TF1 par Patrice Duhamel au service politique. Et donc, je suis arrivé, c'est 1er novembre, jour, j'étais embauché, c'était le jour où personne ne travaille. Et, et donc, prenais le métro, je suis sorti à la station Alma, et pour aller à Cognac-Jay, il faut traverser le pont de l'Alma. Et donc, j'ai traversé pour la première fois le pont de l'Alma, alors que je l'ai après traversé des centaines et des centaines et des centaines de fois. Et pas une seconde, mais pas un milliardaire de secondes ce jour-là, j'ai pensé qu'un jour, je serais à la place de Roger Giquel, qui était à l'époque l'empereur. Voilà. Donc j'ai fait ce jour-là, j'ai fait un souvenir, j'ai fait un premier sujet sur la vignette. À Ouais. l'époque, il y avait une vignette qu'il fallait payer le 1er novembre. Vous arriviez de Radio Monte-Carlo, c'est Voilà, ça, hein? ouais. Comment ça s'est fait? Pourquoi vous êtes retrouvé là? Comment vous avez été contacté? Comment ça s'est fait? C'est moi. Moi, j'étais avant à Radio Monte-Carlo à Paris au service politique. Et puis, c'était juste à l'élection de Giscard en 74. Mes chefs bien-aimés avaient bien compris que j'étais pas giscardien militant. Et donc, ils m'ont proposé gentiment de descendre à Monaco, à la maison mère, ou disons, donner gentiment ma démission. Puis je me suis dit qu'après tout, le bord de mer, c'était pas désagréable. Donc je suis descendu à Monaco. J'ai trouvé une très très jolie maison à louer à Saint-Jean-Cap-Ferrat. J'ai fait des progrès formidables en ski et en voile. Mais bon, c'était vraiment, c'était déjà loin de ce qu'est RMC maintenant. C'est-à-dire, c'était vraiment une radio très régionale, quoi. Moi, le souvenir que j'ai à la rédaction à Monaco, on recevait les journaux par courrier. Et il y avait 2 mondes qui arrivaient, 2 journaux Le Monde, et j'étais le seul à l'ouvrir, quoi. C'est-à-dire que sinon le journal restait dans sa bande enveloppée. Donc à un moment, je me suis dit: «Bon, est-ce que je reste, là en pré-retraite?» J'avais 34 ans ou 35 ans, et puis je dis: «Bon, je vais essayer de remonter». Donc j'ai lancé comme on lance des défilés, à la pêche. Et comme j'avais travaillé au service politique, j'avais notamment pas mal côtoyé Patrice Duhamel. On avait passé des heures entières ensemble à glander sur le perron de l'Élysée ou de Matignon. Donc on papotait, on avait sympathisé. Et j'avais téléphoné ou envoyé un mot, je me souviens plus, en disant: «Bah écoute, j'aimerais bien remonter si jamais il y a une possibilité, je suis pour». Et le hasard de la vie a fait que il s'est libéré à ce moment-là un poste qui correspondait à peu près à mon âge, à mon expérience et à mon salaire. Donc j'ai été embauché sans problème, et j'ai donc démarré en novembre 75. Le premier reportage, je m'en souviens plus bien. Ouais. Parce que, par contre, ce que je peux vous dire, je vous dis, le premier sujet, c'était Ouais. la vignette, parce que ça, bon, c'était un montage d'image, ça n'avait pas d'intérêt. Mais parmi les souvenirs que j'ai, parce que j'ai fait vraiment des centaines de reportages, c'était 1 an après les émeutes à Aléria en Corse, où il y avait eu quelques morts. 1 an après, on a commémoré, entre guillemets, les événements d'Aléria. Et c'est moi qui me suis retrouvé désigné pour faire le reportage. Et je m'en souviens très bien parce que ça m'a marqué. Mon chef de service à l'époque, qui était Jacques Didier, qui est un mec génial, un peu, comment dire,
C'était pas quelqu'un qui bossait 40 heures par jour, quoi. Mais qui avait plein de qualités professionnelles et humaines. Et il m'a appelé dans son bureau. Il m'a dit, Bruno, écoute, tu vas à l'ERIA. C'est sujet sensible, la Corse, machin, un truc. TF1. Tu racontes ce que tu vois. Et j'ai trouvé formidable qu'il ne me donne pas de consignes en disant fais gaffe à ce que tu dis, fais gaffe, c'est machin, c'est chaud, des trucs, le gouvernement. Il m'a dit tu regardes, tu reportes au vrai sens du terme et tu racontes ce que tu as vu et entendu. Et j'ai trouvé ça vachement bien. Le 15 rue Cognac-Jay était déjà une adresse mythique. Est-ce que ça vous parlait déjà comme adresse mythique, comme des studios qui sont devenus emblématiques de la télévision? Non, mais j'y avais jamais mis les pieds, hein, donc je savais pas à quoi ça ressemblait. Et c'était assez étonnant parce que ça ressemblait à tout sauf à une télévision, quoi. C'était un immeuble qui avait été transformé en immeuble de télévision, mais qui n'était pas du tout fait pour ça. Donc c'était fait de briques et de broc. Les studios étaient un peu n'importe où, notamment au rez-de-chaussée. La rédaction de la première chaîne, à l'époque, première chaîne était au 5e et la rédaction de la deuxième chaîne était au 6e. Et ça, c'est un truc ça aussi m'a beaucoup marqué, c'est les ascenseurs. C'est-à-dire qu'il y avait 3 ascenseurs et on passait notre vie dans les ascenseurs et on se croisait les uns les autres avec les gens de la 1, avec les gens de la 2, notamment dans les ascenseurs et c'était très sympa. Et en plus, il y avait qu'un escalier à monter pour aller voir les copains de la 2. Donc, je pense que les gens imaginent pas à quel point on était copains, complices, etc. Et on était tout le temps au 6e et eux au 5e et tout ça. Et on avait en plus la cantine commune, c'est-à-dire que c'était la même cantine pour tout le monde. Donc on se retrouvait pour déjeuner avec les copains de la 2. Et ça, c'était assez magique parce qu'il n'y avait pas ce côté concurrence un peu débile qu'on connaît maintenant. Ce premier JT quand même, parce que pour nous tous, vous êtes le présentateur vedette du journal télévisé. Et donc ce premier JT, peut-être pas le premier, mais l'un des premiers à Cognac-Jay même, dans ces studios mythiques. Je m'en souviens comme si c'était hier, évidemment. C'était un été et donc mes chefs bien aimés se sont rendus compte à la mi-juin que le tableau de service était un peu foireux et qu'il y avait personne pour faire la présentation des journaux entre le 15 juillet et le 15 août, en gros. Le week-end. Et donc, j'étais sur la shortlist, comme on dit, parce que j'avais déjà présenté plusieurs journaux de 23 heures. À l'époque, il y avait un dernier journal à 23 heures. Donc, j'avais un peu l'habitude de l'antenne et de la présentation, un petit peu, quoi. Et ils m'ont demandé si j'étais partant. Et c'est là aussi, c'est ça qui fait un peu la magie de ce métier, c'est qu'il y a la chance opère forcément. C'est-à-dire que cette année-là, donc c'était l'été, j'avais pour une fois strictement rien prévu. J'avais pas loué de maison, j'avais pas prévu de faire une croisière avec des copains, etc. J'avais prévu vaguement de rester à Paris. Donc j'ai dit oui puisque j'avais rien à annuler. Mais si j'avais eu des projets de vacances construits, j'aurais dit non, je suis désolé, mais je peux pas. Donc j'ai dit oui. Et à l'époque, le rédacteur en chef des journaux du week-end s'appelait Jean-Loup Dominieux, qui est un mec exceptionnel, un très 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 grand. Et j'ai eu la chance, on s'est très bien entendu. Et j'ai eu la chance là aussi que les 2-3 premiers week-ends, il n'y ait pas d'événements importants ou dramatiques, style tremblement de terre, catastrophe, guerre mondiale, etc. Donc les journaux se sont bien passés et voilà. Donc j'ai pu prendre mes marques tranquillement. J'avoue que si la première fois il s'était passé une vraie catastrophe 2 heures avant le journal, je me serais peut-être craché, quoi. J'en sais rien.
C'est un lieu où on croisait aussi beaucoup de personnalités au moment où vous êtes arrivé. Il y avait déjà des figures emblématiques de la télévision. Est-ce que vous les avez côtoyées? Bien sûr, en tête, on a les Zitrone, d'autres gens du sport comme Drucker ou des Michel Drey, ou enfin d'autres personnages comme ça. Mourouzi, bien évidemment. Est-ce que ce sont des gens que vous avez effectivement côtoyés à vos tout débuts? Oui, mais je pense que les gens s'imaginent, c'est peut-être plus le cas maintenant, mais que c'était vraiment très confraternel, vraiment. Il n'y avait pas d'un côté les vedettes entre guillemets dans leur bulle et les sous-fifres. Moi, j'ai une très très bonne relation avec Mourouzi, qui est un mec très très décontracté, qui aimait bien la déconne. J'ai très très bon rapport avec Jikel, qui lui était un peu dans sa bulle, mais qui était très très sympa, très sérieux et tout ça, et pas du tout vedette. Et puis, par exemple, au magasin des souvenirs, j'ai de bons souvenirs de Dominique Baudis, par exemple, qui à l'époque était entre autres présentateur et avec qui je m'entendais très très bien, et qui avait lui aussi un côté un peu réservé, un tout petit peu aristo. C'est pas du style à vous taper sur le ventre le matin en disant comment tu vas, Marcel, mais voilà. Mais ouais, honnêtement, c'est pas du tout pour embellir, mais j'ai vraiment pratiquement que des bons souvenirs parce qu'il y avait une bonne ambiance, vraiment. Sans idéaliser, bon, comme dans tout corps de métier, il y a des gens avec qui on s'entend plus ou moins bien. Il y a des cadreurs, on dit caméramans, euh, avec qui on préfère partir quand on part 3 ou 4 jours en province. Il y a des gens qu'on préfère à d'autres parce qu'on sait on va déjeuner et dîner ensemble tout le temps. Donc il y a des gens avec qui vous avez plus d'atomes crochus, mais j'ai pas de souvenir de personnes avec qui dit ouh là là, quelle horreur, je vais me retrouver en tête à tête avec lui pendant 4 jours. Et pareil pour les monteurs, bon il y en a qu'on préfère et d'autres moins, mais c'est une catégorie assez étonnante. C'est des fortes personnalités, les monteurs et les monteuses. C'est en général des gens qui ont un fort caractère. C'est assez intéressant, qui se cachent pas pour dire ce qu'ils pensent de ce que vous faites et de ce que font vos petits camarades. C'est assez rigolo. Vous parlez de vos petits camarades, je suis obligé, enfin obligé non, c'est avec plaisir, de parler de votre complice quelque part, Joseph Poli. Ouais. Ouais, racontez-moi un petit peu cette complicité que l'on voyait à l'antenne et qui n'était Oui, pas oui. visiblement enfin, qui n'était pas Oui. truquée. Non, non, mais c'était pas forcé, mais en même temps, on n'était pas, j'ai dû aller une fois chez lui, il a dû venir une fois chez moi. On a dû déjeuner 2 fois ensemble, pour tout. On n'était pas amis, quoi. On était copains de travail. Mais nous, on s'entendait bien parce que lui, il était très, très, très intéressé par la politique. Il en avait fait un petit peu avant le journalisme. Et moi, j'ai toujours été passionné par la politique intérieure. Donc, on avait des sujets de conversation tout trouvés. Quand il s'emmerdait un peu, ou moi, on allait dans le bureau de l'un de l'autre pour papoter. Et à chaque fois, ça se terminait en disant mon pauvre Bruno, rien ne change, quoi, tout dans ce style. Donc on était copains, mais pas amis au vrai sens. On n'était pas. Je l'aurais pas appelé à 3 heures du matin si j'avais eu un problème, quoi. Vous êtes, je l'ai dit, hein, pour beaucoup, ben, encore aujourd'hui, donc vous êtes deux présentateurs vedettes, d'ailleurs, qui a été récompensé à 5 reprises. Vous êtes un peu le Anquetil ou le Bernard Hinault du Pas pape, dopé. hein. Ça, je n'en sais rien. Vous avez apporté votre personnalité. C'est aussi ça, hein, c'est pas seulement, effectivement, ce sont les événements plus ou moins marquants, mais c'est aussi une personnalité. Et la vôtre a marqué l'histoire du journal télévisé dans un lieu, je le répète, mythique, et pas seulement ensuite, après, dans les autres locaux. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez forcément conscience et comment vous le vivez encore aujourd'hui, ça? Bah c'était pas un numéro, hein. J'étais tel que je suis. Donc j'ai là aussi encore, moi je crois encore une fois pour me répéter beaucoup au facteur chance dans ce métier, dans tous les métiers, mais en particulier dans celui du journalisme. Et j'ai eu là aussi la chance je ne sais plus quelle année, 85, ils se sont rendus compte, là aussi, il y avait Offredo qui était, Jean Offredo qui
officier au journal, et il était en binôme avec Sirion. Et ça fonctionnait pas avec Offredo, quoi. Donc, et mon PDG à l'époque était Hervé Bourges. Et pareil, il a eu, eu l'idée de suggérer mon nom. Et en fait, c'est pas totalement innocent, parce que euh, Hervé Bourges, grand chrétien de gauche, était un grand abonné à Télérama. Et Télérama, justement, après mes 4 week-ends d'été, là, tout à fait impromptus, qui s'étaient bien passés, il n'y avait pas eu de problème. Télérama avait fait une page entière, j'avais rien demandé à personne, une page entière sur ma petite personne, en disant que ça s'était pas trop mal passé, que j'étais pas trop désagréable et tout ça. Et donc Hervé Bourges a lu ça, évidemment, et il a dû se dire, tiens, après tout, pourquoi pas? Et c'est un peu à cause de ça qu'on m'a proposé de faire le tandem avec Claude Sérillon, à la rentrée, je sais plus, 84, si je me souviens bien. 92, vous allez me rappeler la date, TF1 quitte Cognac Jet, vous quittez TF1 pour gagner Antenne 2, Ouais. à l'époque, France 2. Ça a changé des choses dans votre manière de faire, de quitter ce lieu, entre autres, mais aussi changer de crèmerie? Ah oui, beaucoup. Les deux, les deux. C'est pas du tout la même ambiance, et non, quitter Cognac G, c'est vrai que c'était au niveau c'était fort, parce qu'encore une fois, c'était un immeuble qui était plein de souvenirs et auquel nous, on avait plein de souvenirs, et donc s'est retrouvé sur la 2 à l'époque, qui était avenue Montaigne, et c'était pas du tout pareil. C'était un immeuble sans âme, sur une grande avenue, chic et snob. C'était pas du tout Cognac G, quoi, pas du tout, du tout. À Cognac G, on était un peu paumé, quoi. C'est un peu, c'est une rue où ne passait jamais personne. Et donc, tandis qu'avenue Montaigne, c'est un peu différent. C'est pour ça que je parlais d'animation. Vous étiez l'animation du quartier quand même, la télévision. Oui, honnêtement, m'en suis pas rendu compte, quoi. Vous aviez des restos, des bistrots où vous aimiez vous retrouver, qui sont restés pour vous dans votre cœur, où vous retrouviez Oui, tous? oui, tout le temps, ouais. Surtout, oui, aux alentours, il n'y en avait pas énormément, donc c'était toujours un petit peu les mêmes. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont fermé d'ailleurs entre-temps. Mais c'est surtout les souvenirs du week-end, parce que j'ai beaucoup présenté les journaux du week-end. Et là, le week-end, c'est pas du tout la même ambiance. Il y a moins de chefs, on est plus décontracté. Enfin, sauf il y a quelquefois le mur du Berlin, c'était un week-end. La mort de Ceausescu, c'était un week-end. Donc, bon, l'actualité s'arrête pas, mais en général, c'est un tout petit peu plus calme. Et surtout, il y avait une ambiance plus conviviale, parce que justement, il y a moins de chefs, moins de monde. N'étaient là que les gens qui étaient réquisitionnés, entre guillemets. Donc, il y avait un côté plus ramassé. Donc, souvent, on allait déjeuner en bande, comme ça, à 7, 8, le midi. C'était pas très raisonnable, parce que le déjeuner était un petit peu arrosé. Et en plus, sur la une, on avait instauré, on n'était pas alcoolique, hein, mais quand même, on avait instauré un thé dansant le dimanche à 5 heures, à 17 heures, tous les dimanches, sauf actualité brûlante, style attentat. Dans une grande salle, tout le monde se retrouvait pour boire un coup et manger trois gâteaux secs. Et c'était vachement sympa, parce que là aussi, ça donnait une ambiance d'au-delà du travail, quoi. C'était pendant une demi-heure, on arrêtait de travailler. Puis après, tout le monde repartait travailler. Lorsque les uns et les autres vous parlez de ce lieu, vous n'en parlez pas, enfin, peut-être avec nostalgie, peut-être un peu, mais j'entends de la joie, de la gaieté dans vos voix, dans vos paroles. Oui, parce que j'ai pas de vrais mauvais souvenirs. J'ai de meilleurs souvenirs avec la une, sur la une, que sur la 2, pour des raisons professionnelles. Je trouve que
l'équipe d'encadrement de la 1 était plus performante que celle de la 2, donc j'avais plus de problèmes au niveau purement travail, hein. Mais puis peut-être que, ou alors j'ai un état d'esprit qui fait que on garde plus Mmh. les bons souvenirs que les mauvais. J'ai pas de vrais mauvais souvenirs de Cognac, et j'en ai un très très bon. Pour revenir aux ascenseurs, c'est des ascenseurs, c'était vraiment le nœud, parce que c'est là où je croisais tout le monde tout le temps. Et, et donc, quand ça aussi, ça mériterait une émission de 3 heures, quand TF1 a été vendu à Bouygues, c'était le tremblement de terre, hein. Bon, et donc Bouygues nous rachète, et moi j'étais à l'époque au journal, et comme j'avais dit urbi et orbi partout dans les interviews que j'étais contre la privatisation de TF1, je m'attendais logiquement à ce qu'on m'indique la porte de sortie, en disant bah si vous n'êtes pas content de vos propriétaires, on vous retient pas. Donc je m'attendais à être remercié, et puis rien ne venait. Il dit tiens, bizarre, aucun contact, rien, truc. Donc moi je faisais mon boulot, j'attendais. Il dit c'est même curieux qui ni fumée blanche ni fumée noire, rien. Et puis un jour, ascenseur, je me retrouve vraiment, encore une fois, le hasard, vraiment le hasard, j'avais pas calculé du tout. Je me retrouve au pied de l'ascenseur, à côté de Lelay, directeur général de TF1. Et je lui dis bonjour, machin, un truc, comment allez-vous, tout va bien, etc. Il dit et moi, qu'est-ce que je deviens, quoi? Je lui dis, c'était vraiment devant l'ascenseur, hein, c'était pas du tout un rendez-vous calé 3 semaines à l'avance par la secrétaire particulière. C'était en papotant devant l'ascenseur qui n'arrivait jamais. Et il me dit, il n'y a pas de problème, on vous garde et votre salaire est multiplié par 3. Voilà, ça, en 20 secondes. J'ai évoqué vos 7 d'or, 5, hein, c'est bien ça. Donc le salut de vos pères, la reconnaissance de vos pères, mais surtout la reconnaissance, j'allais dire l'affection que vous apportez le public. Ça, vous en aviez conscience? Vous avez conscience que effectivement vous avez créé un lien avec le public qui n'est pas courant? Non, mais ça, alors, c'est vous qui posez la question, j'ai rien demandé, mais je dors pas avec mes 7 d'or, hein, franchement. Mais c'est vrai, les deux premiers, c'était attribué par la profession, comme on dit. Alors ça m'avait fait vraiment plaisir, parce que dans la profession, j'étais pas forcément le plus apprécié, parce qu'il y a beaucoup de gens, bon, la profession, qui trouvaient que j'étais pas assez sérieux, un peu trop les machins, les calembours, tout ça, et qui faisaient un peu la fine bouche, quoi. Et donc ça m'a fait plaisir que la profession me reconnaisse certaines qualités. Ça, c'est vrai que ça m'a quelque part rassénéré. Et c'est vrai que honnêtement, le fait d'être désigné par le public, c'est ça le plus important, parce que vous dites que vous vous levez tous les matins pour travailler. C'est vrai que c'est vraiment du boulot. Les gens imaginent qu'on arrive à 5 heures du soir et que on dicte 3 lignes. C'est vraiment un travail d'une journée entière. C'est beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'angoisse, beaucoup, enfin, bon. Et donc, savoir que ce travail est récompensé, enfin, que les gens estiment que vous faites bien votre travail, c'est vrai que ça fait plaisir. En plus, le gag, c'est que le dernier 7 d'or que j'ai eu, j'avais appris 2 mois avant que j'étais viré de France 2, quoi. Donc c'était assez croquignolesque comme situation. Aujourd'hui, l'immeuble existe toujours, il est en rénovation, il a été racheté. Une plaque sera posée sur cette façade d'ici quelques mois, une fois les travaux terminés. Est-ce que c'est important qu'on se souvienne d'un lieu comme celui-ci, de ce qu'il a été? Oui, moi, non, je trouve que c'est une très très bonne initiative. Bon, le problème, c'est que les gens qui n'ont pas connu la télévision à cette époque-là, ça leur évoquera sans doute pas grand-chose. Mais non, je trouve que c'est bien, parce que c'est un lieu de mémoire. Bon, heureusement moins dramatique que certains autres. Mais non, ça fait partie de leur patrimoine, clairement.
Pour conclure, vous ne l'avez jamais dit, on va avoir une exclusivité. Vous pouvez me faire un à vous cognac jet? Toi, faire, à vous connecter. Oui, attendez. Ah oui. Eh bien, c'était Bruno Mazur en direct de Saint-Mazur. À vous, Cognac Jeu. Merci Bruno. Merci.